Chers visiteurs et visiteuses, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une autre idée reçue généraliste sur l'histoire. Vous le savez, j'adore ça. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu quelqu'un autour de vous dire « Oui, bon, de toute manière, on peut être sûr de rien en histoire. » Voilà. D'ailleurs, très souvent utilisé dans mes commentaires par les personnes qui ne savent pas bien ce qu'elles racontent, voilà, et n'ont pas de recul sur ce qu'elles disent. Généralement, c'est assorti d'une remise en question de mes compétences, voilà, grand coup d'accusation d'experts autoproclamés, etc., etc. Généralement, ça me fait beaucoup rire, et je supprime le commentaire. Mais au fond, la question de base, elle est bonne. Est-ce qu'on est sûr de rien en histoire? Eh bien, rien n'est moins faux. Alors prenons la question un peu à l'envers, comment peut-on être sûr de quelque chose en histoire? L'histoire, c'est une science. C'est une science amusante, un peu à part, parce qu'elle est à cheval entre les sciences dites dures et les sciences humaines. Non mais ça veut pas dire que les sciences humaines sont molles, hein, je vous vois venir dans les commentaires là. Les sciences dures, ce sont par exemple les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie, etc. Les sciences humaines, et le nom est assez explicite, ce sont celles qui s'attardent sur les phénomènes de société, les mœurs, la sociologie, la linguistique, etc., etc. Pour autant, la plupart des sciences humaines font appel aux sciences dures, ne serait-ce que pour faire des études statistiques. À ce titre, l'histoire est classée dans les sciences humaines, mais c'est probablement celle qui fait le plus appel aux sciences dures, pour améliorer la compréhension des choses. En tant que science, l'étude historique est soumise à un protocole de recherche. Il doit être fiable, reproductible et visible par d'autres chercheurs et chercheuses afin de pouvoir le contredire éventuellement, l'améliorer ou le compléter en servant de base à des travaux ultérieurs. Toute la démarche scientifique repose là-dessus. Pouvoir écarter les choses qui ne sont pas sérieuses et s'appuyer sur celles qui le sont pour pouvoir construire le savoir et améliorer notre compréhension des choses. On en revient toujours là. Oh d'ailleurs, vous me faites penser, faut que je fasse ma deuxième vidéo sur la localisation d'Alésia à ce sujet-là parce que, c'est un exemple parfait de ce que je vous raconte. Un exemple parfait de démarche où on va laisser de côté ce qui n'est pas scientifique, quand bien même ce serait populaire. Voilà, bon tout ça c'est très théorique. Alors je vais vous faire un cas pratique imaginaire un peu rigolo. C'est l'histoire d'un historien, on va l'appeler Arnaud, voilà. Il étudie des rites funéraires des païens médiévaux du petit pays de Sildavie. Et Arnaud, il se rend compte en lisant des listes d'achat d'objets et de matériaux de l'époque qu'il y a un type de bois très particulier et qui ne pousse pas du tout dans la région. Voilà, il n'a pas du tout d'utilisation non plus dans les meubles, les objets ou les constructions. Pas de bol pour Arnaud, mais il est sûr d'une chose, ce bois avait un intérêt important parce qu'il était importé de très loin. Mais quel intérêt? Ça il sait pas. Et puis un jour, il découvre les travaux d'une jeune archéobotaniste, qu'on va appeler Lou. Alors l'archéobotanique, c'est l'étude des restes végétaux, plantes, graines, pollen, charbon, etc. Ça permet de reconstruire des paysages et globalement nous en apprendre un peu plus sur les rapports entre une population à un endroit et une époque donnée, et la nature, l'environnement naturel dans lequel évoluait cette population. Et là, surprise, Lou a étudié des restes de bûchers funéraires de cette période et a découvert dans les micro-restes calcinés les traces du fameux bois d'Arnaud. Et c'est ainsi qu'Arnaud peut en déduire que ce bois était probablement utilisé surtout pour des bûchers funéraires. Ça va lui ouvrir d'autres questions. Pourquoi ce bois? Pourquoi le faire venir de si loin? Mais il a désormais plus de certitude et il y voit un peu plus clair. Bon, j'ai fait ça pour l'exemple, c'est complètement fictif, bien entendu. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais les études historiques et archéologiques font appel à de nombreuses spécialités scientifiques dites dures. La botanique, on l'a vu, mais aussi la médecine, les sciences des matériaux, les mathématiques, la chimie, etc. Tout ça permet de collecter des données précises et fiables afin de pouvoir comprendre le passé. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? L'étude de l'histoire, c'est un gigantesque puzzle qu'il faudrait assembler avec patience et précision, en s'aidant les uns les autres et en s'appuyant sur tous les outils à cette disposition. L'archéobotanique permet ainsi par exemple de déceler des traces de graines dans des pots, ce qui permet de savoir quelles graines étaient consommées à l'époque de ces pots. Tout ça, c'est comme une gigantesque enquête, on réunit des indices. Certains sont très fiables, d'autres assez peu, et en les recroisant, on arrive à un résultat assez satisfaisant. Partant de là, il y a toujours trois grandes catégories. Numéro 1, les choses dont nous sommes certains. Numéro 2, les choses qui sont des hypothèses, mais des hypothèses très solides. Numéro 3, les choses que nous ne savons pas ou sont des hypothèses délicates à aborder. Par exemple, nous sommes certains de la forme, de la taille et du poids de certaines épées gauloises de la période de Vercingétorix. Tout simplement parce que grâce à l'archéologie, on en a retrouvé plusieurs exemplaires et que le métal dont elles sont faites résiste assez bien au temps. C'est le cas par exemple des modèles retrouvés sur le site d'Alésia en Bourgogne. Voilà, ça fait deux raisons de râler dans la même vidéo pour ceux qui pensent que c'est ailleurs. Désolé. Pour autant, nous n'avons pas retrouvé leur système de fixation. Est-ce que c'est à la ceinture ou à l'épaule comme un baudrier? Et si c'est l'un ou l'autre, est-ce qu'il y a un système spécial ou est-ce qu'il est très simple? Et bien là-dessus, par exemple,
on a plusieurs hypothèses solides et qui tiennent bien la route. Celui-ci en est une proposition. Mais cette épée gauloise alors, comment est-ce qu'on s'en sert? Eh ben ça, c'est encore très délicat à comprendre et on peut avoir du mal à le savoir parce que on n'a pas retrouvé de manuel qui nous explique tout ça, des manuels de combat, des descriptions précises ou assez d'images pour s'en faire une bonne idée. Voilà, pour réussir à avancer sur le sujet, il faut qu'un historien se penche sur la question en sortant un peu des sentiers battus. On va l'appeler Guillaume, celui-là. Guillaume doit fournir une somme de travail absolument colossale en recroisant le matériel, les blessures sur les corps que l'on retrouve, les textes, l'expérimentation, les images. Au final, c'est un puzzle dans un puzzle dans un puzzle, et rares sont ceux qui s'y penchent, tant c'est un travail titanesque que de s'attaquer à un sujet encore méconnu et délicat. Il faut que la méthode soit excellente, très scientifique, pour arriver à un résultat qui puisse faire avancer la recherche et nos connaissances. Pourtant, certains courageux le font, et c'est comme ça que de quelque chose d'inconnu, on arrive à mieux comprendre, mieux percevoir et récupérer des certitudes, avoir des propositions plus solides dans les hypothèses. C'est là tout le travail de Guillaume et des autres chercheurs et chercheuses en histoire. Accumuler des données, des méthodes scientifiques, les recroiser pour mieux comprendre. Tout ça n'empêche pas d'ailleurs d'avoir plusieurs hypothèses solides qui reposent sur des démarches tout aussi solides. Et ces hypothèses coexistent le temps que de nouvelles données arrivent et viennent nous donner peut-être plus de certitude. La recherche historique pourrait s'appuyer sur un questionnement que j'aime bien et dont nous reparlerons un jour. Quelles sont tes sources? Quelle est ta démarche? Quelles sont tes sources? C'est sur quoi l'on s'appuie comme traces historiques. Et quelle est ta démarche? C'est comment est-ce qu'on va utiliser ces traces pour faire des affirmations ou des hypothèses. L'un ne va pas sans l'autre, et les deux doivent être solides et fournir quelque chose de cohérent. Finalement, cette histoire de puzzle, c'est encore la plus parlante. Quand vous faites un puzzle, vous commencez d'abord par ce qui est le plus facile et le plus clair. Vous savez, souvent sur un puzzle, c'est les bords, les coins. Ensuite, vous y accrochez des pièces qui collent, et patiemment, petit à petit, vous complétez votre tableau d'ensemble. Parfois, les choses ne sont pas claires, et vous avez l'impression que plusieurs pièces pourraient aller au même endroit. Donc, vous les prenez, vous les mettez de côté ensemble, et en avançant un peu ailleurs sur votre puzzle, vous allez pouvoir trier dans ces pièces qui ont été mises de côté, pour savoir laquelle va où. Voilà, la recherche historique, c'est exactement ça. Un grand puzzle que nous faisons collectivement depuis longtemps. Certaines choses ont une place qui est bien claire, d'autres colleraient, mais on attend pour les fixer définitivement. Certaines pièces sont connues, mais nous ne savons juste pas où les mettre. Certaines parties ont un trou, mais on ne sait pas encore ce qui va dedans. C'est simple, non? Et bien entendu, cela n'empêche pas, selon le niveau d'avancement du puzzle, d'avoir une très bonne idée d'ensemble du tableau final. Alors tout ça, ça vient d'où? D'où vient cette croyance selon laquelle on ne peut rien savoir en histoire? Probablement de deux grandes choses. La superstition générale et les scientifiques eux-mêmes. Et oui, commençons par la superstition. Déjà, l'activité de recherche historique, comme je le disais, elle est souvent mal connue et mal perçue. Si on reprend Lou, notre chercheuse, le grand public l'imaginera de base soit en Sidney Fox l'aventurière façon Indiana Jones, soit en rat de bibliothèque à lunettes perdu au fin fond de ses livres. La réalité, c'est qu'elle passe surtout son temps en laboratoire et en blouse blanche, l'œil collé sur son microscope. En fait, ce qui est délicat dans ce genre de sujet, c'est qu'il faut faire appel à la nuance, réussir à faire des entre-deux, des hypothèses, et construire des choses cohérentes sur ces hypothèses. C'est comme une grande tour de Jenga. Certaines choses sont solides, d'autres beaucoup moins, mais on essaye de faire de son mieux pour que tout ne s'effondre pas d'un coup. Voilà. Et ça, c'est souvent difficile, parce qu'on vit dans un monde, faut quand même bien le dire, où on nous oblige à savoir tout de suite, et à ne jamais se tromper. Voilà, c'est encore trop souvent l'ambiance du système scolaire français, ce qui a peut-être tendance à créer des adultes qui ne savent pas se remettre en question, ou admettre qu'ils se sont trompés, ou qui ne savent pas. Voilà, ils doivent savoir, ils doivent avoir une réponse claire, nette, précise, et c'est celle qui est attendue, la réponse attendue. Alors forcément, ça crée plein de problèmes, voilà, dans le monde du travail, comme dans les relations humaines ou sentimentales, mais cela rend aussi la nuance historique difficile à percevoir et difficile à intégrer. Donc certaines personnes préfèrent balayer tout ça d'un revers de main et s'accrocher à une certitude. La seule chose que je sais, c'est que l'on ne peut rien savoir. Et les scientifiques, dont c'est le métier d'être nuancés, ils vont augmenter involontairement cette mauvaise perception en faisant ce qu'ils doivent faire, donner des limites, accepter l'inconnu et l'hypothétique. Leur travail en tant que scientifique historique, c'est de garder l'esprit ouvert, savoir rester prudent, remettre en question ce que l'on pense savoir parfois. Et dans certains cas, ils doivent démêler des hypothèses qui existent depuis tellement longtemps qu'elles se sont transformées en vérité générale dans nos esprits. C'est une gymnastique intellectuelle indispensable, mais particulièrement difficile. Ce faisant, beaucoup pourraient avoir l'impression que même les plus grands spécialistes ne savent pas, alors rien n'est sûr. Mais ça, c'est un raccourci vraiment excessif.
Au final, dire qu'on ne peut être sûr de rien en histoire, c'est dire qu'on n'a aucune certitude en médecine parce qu'on ne sait pas soigner une maladie incurable très précise. Et ça fonctionne un peu de la même manière. Il y a quelques décennies, on ne savait pas tout soigner, désormais on sait soigner un peu plus de choses. Et il y a fort à parier que dans quelques décennies, beaucoup de choses que nous ne parvenons pas à soigner, ou mal aujourd'hui, eh bien elles seront devenues tout à fait traitables facilement. En histoire, c'est exactement pareil. Certaines choses sont certaines, d'autres sont discutables, d'autres encore nous sont inconnues. Mais comme partout, la recherche avance. Et c'est pour ça qu'il est important de continuer à lui donner des moyens pour qu'elle puisse faire son travail librement et correctement, pour que les hommes et les femmes de science puissent travailler dans les meilleures conditions. Souvent, on considère qu'utiliser le mot mystère quand on parle d'histoire, ou présenter les choses avec du mystère, c'est un peu mal vu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de notions associées à ce mot, mais surtout parce qu'il n'y a pas de mystère historique, juste des choses que nous ne savons pas encore. Allez, je m'arrête sur cette petite réflexion pour aujourd'hui. J'espère que vous y voyez plus clair sur cette notion d'histoire incertaine. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager celle-là. N'oubliez pas, bien entendu, que l'histoire est vivante.